Et le docteur Alain. Bon, ça va donner 5 minutes de pause, on est à 15. Et on va rattraper le temps avec vous. Donc là, c'est en fait une session sur les retours d'expérience. On va avoir 3 retours d'expérience avec des expériences sur les infirmiers de pratique avancée. Nous allons ensuite avoir donc, retour d'expérience sur la mise en place des dispositifs innovants en matière de risque suicidaire, donc avec 31-14 et vigilance. Et ensuite, un autre retour d'expérience avec donc, la participation au jeu paralytique de service de l'enfant et de l'adolescent, en lien avec le retard. Donc, on va faire deux tours, les chaises, et après, donc, on a les 2 autres. Et moi, je vais continuer de me balader. D'accord, donc. Non, si vous l'auriez ici, vous l'avez envoyé. Donc c'est là-bas, il faut leur dire diapositive, vous ne l'avez pas là. Donc c'est qui commence? Et qui commence? C'est M. Vargas qui commence. M. Vargas, vous avez 2 minutes 28 secondes. Attendez, elle vous donne ce là. Je change de l'écran. Bonjour à tous. Je suis Charles Vargas, directeur des soins, coordonnateur général des activités de soins au niveau de l'EPSM. Donc je vois que nous avons demandé de parler tout doucement et de bien articuler. On va essayer. Donc voilà, c'est vraiment un retour d'expérience sur le développement et la mise en place des infirmiers en pratique avancée au niveau de l'EPSM. Donc on va contribuer à la médiation de l'hôpital, retour d'expérience et avec des regards creusés. Donc, diapo suivante. Voilà, donc je vais faire un rappel sur le contexte de développement des ETA. La première expérience et le terme d'expérience de pratique avancée date de 1954 et c'était un professeur psychiatre américain qui a créé la première université, le premier master à l'époque, on parlait de maîtrise, de la maîtrise en soins infirmiers, en pratique avancée, en psychiatrie. Donc, ce professeur s'appelle Ed Gaird, qui a créé cette université au niveau du Jersey. En France, l'expérience et le développement des ETA est récente. Donc, il y a déjà un rapport Berland en 2023 qui a préconisé le transfert des tâches et le transfert des expériences dans un contexte où il y avait une diminution de la démographie médicale, l'arrivée des déserts médicaux et l'augmentation des maladies chroniques avec, bien sûr, la population qui vit. Et la loi HPST de 2009 s'est appuyée justement sur les préconisations de son rapport pour mettre en place des protocoles de coopération interprofessionnelle et ces protocoles
n'ont pas vraiment vu un succès, étant donné que leur application était très complexe. D'abord, la navigation entre les deux professionnels, ensuite au niveau de l'établissement, au niveau de l'ARS, jusqu'à la haute autorité de santé. Et ce qui a fait que ces protocoles sont de même actualité aujourd'hui, et ça concerne tous les professionnels de santé. Ce n'est pas uniquement pour les infirmiers. C'est la loi de modernisation de notre système de santé du 16 janvier 2016 qui a mis en place le premier diplôme d'État des infirmiers en pratique avancée, avec les décrets d'application en 2018. Et donc, les premières promotions, ça date de 2018, qui sont sorties en 2020. Même s'il y a eu des initiatives par certaines universités privées, que ce soit à Marseille ou à Paris, vraiment celle qui est légiférée et reconnue comme diplôme d'État pour les infirmiers en pratique avancée, c'est depuis 2018. Et donc, la formation des infirmiers en pratique avancée, donc ça concerne aujourd'hui 5 domaines. Donc, la pathologie chronique stabilisée, la néphrologie, l'oncologie et l'hématologie, et puis la psychiatrie et les urgences aujourd'hui. Donc, les accords de CIPUR sont également priorisés les pratiques avancées pour répondre aux besoins de la population. Et à l'échelon régional, bien sûr, le projet de territoire de santé mentale a mis dans ses priorités le développement des pratiques avancées et une première promotion de formation des EPA à l'université Antilles-Guyane a commencé en septembre 2024. Merci, donc je passe la parole à Mme Garoui pour la deuxième diapositive. Bonjour à tous, Garoui, la direction des soins. Mais comment nous, ESF, nous sommes saisis de cette opportunité de développer de nouveaux métiers? Alors, comme le précisait le docteur Arantis tout à l'heure, la coopération implique la volonté d'y aller. Donc la direction seule n'aurait rien pu faire. Donc il a fallu coopter les psychiatres pour les faire adhérer à ce projet dans un contexte que vous disiez à nouveau Mme Arantis et M. Sourdi, de pénurie médicale et donc avec les objectifs, avec ce nouveau métier, de pouvoir développer les soins et l'offre de soins, bref, mieux répondre aux besoins de la population. Alors il y a des prérequis indispensables à la réussite d'un tel projet. C'est un nouveau métier, donc tout nouveau métier implique de revoir nos organisations, de trouver une place pour ces nouveaux professionnels et de les intégrer dans notre dispositif d'offre de soins. Donc le portage médical dont je vous parlais avec une réglementation, c'est le protocole d'organisation qui permet de définir le niveau de responsabilité et de délégation de ces activités médicales à nos nouveaux collègues PA. Et puis, phase essentielle et très importante, c'est l'intégration de ces nouveaux métiers dans les équipes. Pour ça, je vais laisser le soin aux collègues PA ainsi qu'aux médecins pour pouvoir en parler ensuite. Monsieur Tourdi précisait dans les annotations de la FHF, on préconise un IPA par secteur, ça nous très bien, le projet d'établissement est totalement d'accord avec cette orientation dans la mesure où notre cible est d'avoir 9 IPA à terme, sachant qu'aujourd'hui nous en avons 3 en poste et 4 en formation à l'université de Guadeloupe. Et à ce jour, les IPA donc, sont localisés en CMP, mais malheureusement, nous n'exploitons pas l'intégralité de leurs connaissances et compétences en formation. Donc, la direction des soins soutient, lorsque nous aurons un effectif IPA plus conséquent, de pouvoir leur permettre de développer à la fois la formation, puisque, comme ça a été largement dit aujourd'hui, les infirmiers de formation généraliste, il peut répondre aux compétences et connaissances attendues au travail en psychiatrie.
et également intégrer notre démarche de recherche et questionnement des pratiques professionnelles. Donc l'important aujourd'hui, c'est d'écouter nos collègues, donc Mme Bacheux et Mme Guizot, pour qu'elles nous parlent de leur expérience. Donc une expérience à 1 an de prise de poste. Et ensuite, deux citats, Dr Kilfa et Dr Elmer Fouly, et suite le Dr de la Rosière qui va récemment intervenir pour nous faire part de leur retour en tant que citat. Bonjour à tous, Aïssa Saint-Julien-Guizot, donc IPA sur le secteur G06, donc qui couvre en se vertant pour le rôle consensuel à désirable. Donc effectivement, nous sommes ici pour vous faire ce retour à 1 an de notre prise de poste. Donc effectivement, comme disait précédemment Mme Gabory, nous exerçons selon un certain cadre, certaines compétences. Effectivement, la pratique clinique directe est la compétence que nous mobilisons le plus actuellement compte tenu du désert médical. Donc bien sûr, c'est les consultations, recevoir les patients, assurer leur suivi, que ce soit prescription de traitement, pas d'introduction, mais en tout cas modulation de la médication, assurer aussi la réalisation du projet de soins. Ça nécessite aussi pas mal de collaboration avec l'ensemble des professionnels qui exercent en psychiatrie, donc les travailleurs sociaux, les éducateurs. Effectivement, nous avons aussi un rôle de guidance et de conseil, la prise de décision éthique, le leadership et la recherche, qui sont pour l'instant mis en avant par rapport à la pratique clinique, par exemple. Il s'avère qu'en fin de compte, il y a une réelle plus-value d'avoir des IPA sur le terrain. C'est un retour que nous font et les patients, les familles également, mais aussi les professionnels de la vie, du sanitaire, donc les infirmières libérales, les médecins traitants. Compte tenu du fait que nous ayons plus de disponibilité, donc on peut avoir aussi des capacités pour moduler les rendez-vous, que ce soit par téléphone pour des suivis, rencontrer les patients aussi plus rapidement. C'est vraiment une prise en charge holistique du patient dans toutes ses dimensions. Donc tout à l'heure, il y avait un intervenant qui parlait du service du SAVS. Donc ce sont des professionnels que nous pouvons solliciter, avec lesquels nous avons une étroite collaboration. Et donc on peut personnaliser le projet de soins du patient d'autant plus. Effectivement, nous citons le suivi complexe. Donc on voit très souvent ces patients qui ont des hospitalisations climatiques en psychiatrie. Donc l'intérêt, c'est de renforcer leur prise en charge en extra-hospitalier pour éviter les retours à l'hôpital aussi fréquemment que précédemment. Donc c'est finalement notre rôle est d'optimiser la coopération ville-hôpital en développant donc, le travail en réseau, comme je le disais, avec les médecins traitants, les établissements médico-sociaux, mais aussi avec les mandataires judiciaires qui, nous savons, sont bon, on va rester adapté. Donc, on y travaille, tous ensemble. Je passe la parole à ma collègue, Mme Tacheux, pour la suite de la présentation de l'issue. Bonjour à tous. Déjà, je vais rebondir sur l'intervention de M. Messier, qui est importante à mon sens, notamment sur la notion de médecin, la notion de la maladie. Effectivement, l'importance de prendre en considération la parole du patient, parce que médecin, sur la table, de manière conceptuelle, médecin, affiché. Comme si c'était une glace. L'insight narratif. L'importance effectivement de la croyance du patient, de son histoire, de sa spiritualité. La notion d'insight est loin d'être dichotomique. On a fait longtemps signifié l'insight comme il en a, ou il en a pas. Or, c'est beaucoup plus complexe, personnel que ça. Un patient qui explique déjà avoir reçu le sorcier, le guérisseur, a déjà cette conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a déjà une forme d'insight. Voilà. Donc je pense que nous, en tant qu'IPA, justement, nous avons le luxe, comparativement aux médecins qui regardent leur activité, n'ont pas forcément le temps. Nous, on peut s'accorder du temps pour écouter le patient, l'entendre et prendre en considération ses
pour les citoyennes. Là, ça va? D'accord. Alors, de manière plus générale, je vais vous exposer un petit peu la plus-value sur le terrain. Donc, c'est effectivement prendre en charge de personnes de manière holistique. Alors, il n'est pas avec quand même de rétablissement clinique, qui est, à mon sens, la pierre angulaire. Je pourrais illustrer ça de cette manière. Donc, effectivement, la prise des traitements et la stabilisation clinique est un peu comme l'installation d'une maison qui reste à construire à partir de tout à l'heure. Donc, le rétablissement clinique, donc, selon le modèle médical traditionnel, s'exprime par l'absence de symptômes, ou en tout cas la persistance d'un faible niveau de symptômes. C'est effectivement la réduction de la souffrance psychique qui est recherchée et qui permettra ensuite de pouvoir travailler sur d'autres angles et d'autres sphères du masculin, à savoir le rétablissement fonctionnel, qui est donc la capacité à faire face de manière satisfaisante aux situations de la vie quotidienne, dans ses interactions sociales, développer la théorie de l'esprit et permettre aux patients de pouvoir résoudre des problèmes du quotidien. Alors ça peut être effectivement développé au sein des hôpitaux du jour, qui travaillent beaucoup en partenariat avec les patients, qui développent des interactions sociales et l'intégration dans la communauté. Ensuite, il y a effectivement le rétablissement social, qui signifie qu'il s'agit d'une amélioration conséquente, aussi bien sur le plan du logement, de l'emploi et du revenu que dans le domaine des relations sociales. En fait, c'est simplement d'une installation dans la communauté. Et le rétablissement personnel. Alors, je mettrai vraiment en exergue dans ça le concept d'empowerment, c'est-à-dire que le patient a un pouvoir d'agir. Pour développer ce pouvoir d'agir, il va pouvoir effectivement transmettre des informations, échanger. Et l'outil principal entre le PA, je ne sais pas si on entend avec ça, c'est d'instaurer l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique est en fait, à mon sens, un rôle essentiel dans la prise en charge du patient et ce qui nous permet d'avoir une position un petit peu horizontale avec le patient, la recherche du partenariat pour aller vers cette question de rétablissement holistique. Voilà, j'espère que j'ai été certaine. Je passe la parole à votre professeur. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je souhaitais témoigner devant Mme Maché, de l'ensemble de la direction des soins, sur la collaboration entre médecins et IPA au sein du service G01. Donc, depuis un an, j'assure une consultation dans un pays de commence, mais ça tombe d'activité aussi de la FHE. Donc, nous avons une collaboration qui remonte à un an aujourd'hui. Donc, les bases, on va dire, globalement, aussi de la collaboration, pour moi, en tout cas, pour elle, c'est une collaboration qui est riche, au sentiment. Elle s'est effectuée dans le cadre d'un protocole, parce que j'en ai saisi le sens au moment où on l'a signé, parce que c'est des choses que j'ignorais, donc je dois le dire. Donc, j'avais lu dire de la formation, des besoins, de la nécessité de déléguer, de la pénurie médicale, d'une démographie un petit peu insuffisante du groupe de territoire, mais je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants de cette formation-là, et quand j'ai découvert avec le protocole qui a été signé avec Mme Pache. Donc c'est une approche collaborative, c'est une approche qui se fait de manière intégrative. On sait que c'est intéressant. C'est une prise en charge globale, avec la prise en compte de toutes les dimensions autour du choix, et qui se fait dans la cohérence. Donc en faisant ça, pour moi, ça a vraiment de la pertinence. En dehors du fait aussi que cette présence d'un IPA sur un CRD va offrir un panel d'outils, d'accès aux soins, qui va être plus rapide, plus global pour les patients. Donc ce partenariat s'effectue donc dans la confiance, de manière constante, autour de 3 lignes, à mon sens importantes, qui sont le partage d'informations concernant l'évolution du tableau clinique, d'un échange autour des actions visant à l'amélioration des troubles, au rétablissement du patient et à sa réinsertion socio-professionnelle, et également et surtout une concertation rapprochée, c'est-à-dire faire preuve de disponibilité, faire preuve de souplesse, de fluidité au niveau des plannings, de l'organisation du travail, notamment au niveau des consultations conjointes. Une concertation rapprochée effective
qui est relative à des ajustements thérapeutiques ou à des gestions de situation de crise. Concrètement, les choses se passent comment? Donc, je reçois des patients qui sont suivis de longue date, de symptômes, qui viennent rencontrer des soins, soit dans le cadre de consultations ambulatoires, soit des cours de hospitalisation. Et de suite apparaît pour moi, effectivement, cette place que doit prendre la MPHE, de l'accompagnement et du suivi. Donc, c'est j'appelle la MPHE, j'ai la chance de consulter le mercredi en présence également sur les santé étudiantes. Donc, ça facilite un petit peu la mise en place de ce partenariat. Et de suite, dès qu'elle arrive à se vérifier en consultation, elle arrive pour se joindre à moi. Et inversement, lorsqu'elle a besoin de moi, je pense que ça va marcher au niveau de la crise. Voilà. Donc, en gros, ce que fait Mme Pacheux, qui pour moi est une aide considérable, un éclairage très pertinent, c'est la surveillance. Donc, il y a une surveillance clinique, pas que, une surveillance paraclinique, notamment sur les risques cardio-métaboliques et en cas de comorbidité somatique. On sait que les patients qui sont suivis pour des troubles psychiques ont un accès qui est très limité, voire inexistant, à des soins somatiques, à des soins de prévention, à des soins de dépistage. Ce sont des personnes qui n'ont pas vu de médecin généraliste depuis plusieurs années, qui sont souvent dans des contextes, en tout cas pour le GIA, qui font partie de l'Union, sont des contextes socio-économiques parfois dévalorisés, avec des familles qui ont des locomotions, des soucis financiers, pouvoir accompagner les patients vers des médecins libéraux. Et puis pour continuer, il faut avoir un titre, il faut aller s'enchuler, parce que voilà, les consultations ne sont pas magnétisées, ça va se faire. Voilà. Donc, effectivement, ce regard de l'IPA, c'est l'orientation, très important, vers le médecin généraliste. La prévention, la prescription d'examens complémentaires, d'électrocardiogramme. J'arrête. La restitution d'éléments de formation, le retour rapide. Et puis ce qui est important, c'est que les situations, elles sont gérées de manière consensuelle, soit quantitative, qu'elles soient communes, qu'elles soient efficientes. On évalue ensemble les choses et que, en gros, on offre des choses à 100 personnes. Je suis désolée qu'on me presse, juste deux phrases. Le rétablissement, le partenariat avec les études sociales, le SAPAL, etc. Et que moi, je me vois comme étant en charge renforcée de qualité et que c'est un duo qui, pour moi, a toute sa place. Merci à vous. Donc, on a merci avant de donner le temps de faire par cadre. Une minute. Une minute, vous avez déjà débordé de 2 minutes 30. Mais il faut vous arranger entre vous. Hein. Je vais être justement franc, c'est pragmatique. J'ai un mot à dire concernant la collaboration avec l'IPA, qui est une collaboration très positive, très satisfaisante. C'est une collaboration qui a été prévue et basée sur la confiance. Alors, c'est une confiance qui n'était pas donnée comme ça, mais c'est une confiance constatée sur le terrain. On se rend compte qu'on a des bases communes de formation, donc on parle du principe scientifique. Au niveau de l'algorithme de prise de décision, on se rend compte que c'est le même. Les données, les connaissances sont basées sur les dernières recommandations, les données sont domiciliales, donc il y a des choses qui, en tout cas, qui font écho avec une formation en tant que médecin. Donc un seul mot, merci à Isaac, parce que ça nous a libéré du temps. Mais en même temps, pas merci parce que maintenant, grâce à toi, j'ai une consultation très dense avec des situations très complexes, avec des patients compliqués, des évolutions de traitement, des primo. Avant, je prenais un café pour commencer ma consultation, maintenant, ils m'ont fait au moins 3. Donc, merci à ça. Franchement, c'est une très très bonne collaboration. Et je ne peux que encourager ce genre de collaboration. Merci. On va donner 5 minutes de retard. Donc, je vous remercie. Il y aura une part d'échange tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, c'est un dispositif extrêmement important, mais vous allez entendre les autres dispositifs très importants, notamment en 2014 et 2015. La base communication.